Bonjour Imam Monceau, je suis très honoré de vous rencontrer et d'être reçu chez vous et très heureux encore une fois de vous accueillir chez moi à Paris. Nous sommes tous enfermés, donc ça fait plaisir quand même de voir et de rencontrer des gens nouveaux pour cette table ronde consacrée au huis clos. Alors voilà ma première question. En ces temps de crise, donc de pandémie due au Covid-19, particulièrement sévère en Espagne et en Catalogne, nous vivons tous une situation de huis clos généralisé. Nous vivons en fait tous cet état qui est rêvé par les écrivains, mais qui entraîne pour beaucoup d'autres des effets pervers, l'ennui, l'alcoolisme, les violences conjugales, le laisser-aller, la dépression parfois. Alors, comme la situation de huis clos constitue une sorte de discipline que l'écrivain s'impose à lui-même, ou que beaucoup d'écrivains s'imposent à eux-mêmes, parce qu'il y en a qui aiment écrire dans les cafés aussi, comme Sartre. Comment peuvent-ils comprendre qu'elle puisse constituer un cauchemar pour les autres? Bon, en fait, il faut dire que en tant qu'écrivain, moi, je ne me suis jamais imposé la discipline d'être enfermé. C'est plutôt, pour moi, c'était plutôt une discipline de sortir. Et ça, depuis que j'étais petite, donc peut-être c'est juste à l'inverse. Je me suis fait écrivain pour pouvoir m'enfermer sans avoir trop avancé des prétextes. Il y a quelque chose dans le huis clos. Moi j'adore le huis clos depuis toujours. Et, euh, et je me suis jamais demandé pourquoi, en fait. Euh, Ça me vient depuis l'enfance. Euh, c'est cette sensation d'isolement, c'est vrai, partagée avec d'autres écrivains, qui vous pousse à parfois à vous lever à 5 heures du matin ou à être seul jusqu'au matin ou la nuit très très tard pour pouvoir jouir de la sensation de ne pas avoir des interruptions et des irruptions du dehors. Pour moi, qui suis une confinée vocationnelle, cela ne m'a pas interpellée. Vraiment, la Mm. situation. Alors, pour le critique Thomas Pavel, je ne sais pas si vous connaissez son livre La pensée du roman, la littérature crée un laboratoire. Enfin, la littérature, et notamment la spécificité du roman, c'est de créer une sorte de laboratoire fictif, dit-il, dans lequel il est possible de mettre en scène les aspirations d'un individu ou d'une communauté aux prises avec la nécessité d'accomplir un idéal moral, quelle que soit la réalité vécue, tragique ou ordinaire. Alors, la mise en scène des trois participants à cette table ronde, donc, qui est numérique maintenant, propose effectivement au lecteur de tels espaces. Le château où est séquestrée Rose dans le livre de Frank Buys, une prison souterraine stambouliote dans le livre de Buran Sonnez. Et puis, surtout, je pense à l'anniversaire, cette voiture où voyagent un mari et sa femme qui essayent une dernière fois de relancer leur couple. Alors, quelle sagesse de la littérature, selon vous, porte la mise en place, l'élaboration de ce huis clos fictif? Euh, c'est la nécessité de concentrer, d'arriver à créer une atmosphère concentrée, condensée, où tout puisse être, où ceux qui nous intéressent puissent être mis en relief. Moi, j'ai toujours utilisé cette figure du huis clos
souvent. Plus, il y a eu aussi dans un sacré caractère, j'ai utilisé la figure d'une jeune femme qui préparait un concours et qui était tout le temps en train de lire, d'étudier. Et c'était sa mère qui lui apportait toute la vie, tout le monde du dehors. C'est-à-dire, il y a le monde du dehors qui est passé par un filtre. C'est justement ce qu'un écrivain fait quand il écrit, c'est-à-dire de passer par ce filtre tout à fait spécial, par ce regard particulier, le monde de l'action, le monde du dehors, le monde des autres, disons, qu'il passe par son canal tout à fait subjectif. Donc, c'est un peu un parallélisme de la mission littéraire, si vous voulez, de recréer dans le roman, même dans le roman, notre huis clos pour en fait mettre en relief, comme je disais avant, tous les éléments de l'histoire, la personnalité, les dialogues, etc. Et tout ce qui peut intéresser certains écrivains, parce que ce n'est pas le cas de tous, qui sont intéressés disons, par la psychologie des personnages, par les personnalités, par disons, par nos décisions, nos réactions, nos batailles avec notre propre identité, nos identités multiples. Alors, tout écrivain qui s'intéresse à ça a un avantage, disons, s'il peut concentrer tout ça entre quatre murs et ne pas avoir d'autres éruptions qui disperseraient ce contenu. Vous êtes un écrivain de langue catalane, qui est une petite langue, même si c'est une langue importante. Est-ce que ça ne crée pas aussi d'écrire dans une langue qui n'est pas une langue, disons, beaucoup partagée? Est-ce que ça ne crée pas aussi un effet de huis clos linguistique? Je sais que vous avez étudié la philologie, donc vous êtes sensible au phénomène de langue. D'un côté, c'est un peu vrai, disons, quand cette littérature commence à être lue, disons, ailleurs les frontières. Mais c'est vrai qu'il faut penser que le catalan est très, très utilisé ici, c'est-à-dire que ce n'est pas c'est évidemment une langue minoritaire, mais c'est une langue de la rue, c'est une langue qui est présente, c'est une langue qui a une culture et beaucoup disons, de support des institutions, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un désavantage, disons, d'écrire en catalan. En fait, je ne me suis rien proposé à ce sujet parce que j'ai écrit en catalan parce que c'était ma langue, la langue de ma mère et de mon père. Mais d'un autre côté, il y a des fois quand la politique s'en mêle, disons, que on a le sentiment de devoir faire un plus, c'est-à-dire d'écrire, par exemple, si ça m'abellissait tout à coup d'écrire en espagnol, ce ne serait pas comme n'importe, ce ne serait pas n'importe quoi. Ça soulèverait des questions donc moi je déteste ça parce que en fait pour moi la langue évidemment elle est importante, mais c'est surtout pour moi le véhicule qui D'accord. transporte les choses qui m'intéressent vraiment. Donc, j'essaye de ne jamais utiliser la langue en tant que, disons, une arme revendicative. Hmm. Euh, oui. C'est vous qui vous retraduisez, par exemple, en espagnol ou... Oui, en fait, je me traduis en espagnol parce que je suis bilingue. J'ai vécu Hmm. les 7 premières années dans un endroit très bilingue, à la frontière entre la Catalogne et l'Aragon. Hmm. Alors, oui, je me D'accord. sens bien. Hmm. Un peu comme des auteurs comme Isaac Bashevis-Singer qui se retraduisaient eux-mêmes, ou Beckett, évidemment. Il y en a Alors, même s'il y a la polémique il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas
qu'un auteur ne peut pas écrire avec de langue avec la même intensité, avec la même. Moi, je ne crois pas ça. Hein. Je Hmm. ne crois pas à ça. Je suis plutôt. Je me souviens par exemple là de George Steiner qui disait, Oui, qui a bien défendu cette option de pouvoir s'exprimer avec le maximum de naturalité en plus d'une langue. oui, 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 absolument. C'était sa thèse, sa théorie, oui, oui, je l'ai bien connue et effectivement, lui-même, tous les Mhm. matins, il s'efforçait de traduire dans les trois langues qu'il connaissait le mieux Et oui, c'est vrai. jusqu'à sa mort presque. Alors, ma troisième C'est question. très propre à un écrivain, ça, puisque précisément, c'est ce que un écrivain, disons, parfois je me sens comme un tuyau par où passent des identités différentes. Alors, comme si on n'avait pas de personnalité propre, et là, les personnages passaient. Donc, c'est tout à fait normal que la littérature nous permette de jouer avec ces identités. Et les identités comportent aussi les identités linguistiques, finalement. Alors, la clôture du monde, c'est ma troisième question, peut être vue comme une protection contre les agressions venues de l'extérieur, mais aussi comme le symbole d'une volonté de maîtrise totale, au fond, de son monde. Le sociologue allemand Hartmut Rosa déplore ainsi que la modernité vise à rendre en fait le monde intégralement disponible et lui ôtant du même coup son inattendu, son caractère surprenant, ce qu'il appelle sa résonance. Alors, il y a plusieurs sortes de huis clos dans la littérature. Il y a le huis clos charmant des îles chères à Rousseau ou à la communauté de Clarence dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, où l'on se délecte dans l'entre-soi, on se tient chaud dans la transparence. Et puis il y a les huis clos effrayants. Je pense surtout à celui du terrier de Kafka, où l'animal qui fait un souterrain est tellement obsédé par le silence et par le confinement, enfin ce qu'on n'appelait pas encore le confinement, qu'il il se met en dehors lui-même de son propre huis clos. Alors quel type de huis clos vous inspire le plus? Moi, je les aime tous, en fait. Les effrayants, les câlins, les chaleureux, tous. Il y a une chose qui m'a fait réfléchir, c'est ce que vous dites. Vraiment, on s'enferme ou on enferme une histoire dans votre littérature, etc., à cause de la peur ou à cause de la maîtrise qu'on peut expérimenter, qu'on peut ressentir quand on est enfermé dans son propre monde. Je pense qu'il y a un petit peu peut-être des deux. Moi, je me le demande souvent et je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'il y a un moment où j'ai passé un très long confinement, c'est-à-dire supérieur à celui qui est normal à moi, qui est déjà très fort, qui a été il y a 2 années, quand je me suis cassé une jambe. Ah oui. Et, et finalement, j'ai pu ressentir, disons, les côtés négatifs de l'enfermement. C'est-à-dire, c'est vrai, l'isolement, une certaine dépression, etc. Donc là, je me suis posé beaucoup de questions. Euh, je ne saurais pas quel confinement choisir. Malgré tout, malgré mon expérience avec un certain spleen et une certaine dépression, je continue à le défendre, je continue à persister. Oui, dans mon amour pour les endroits petits, cloîtrés et réduits. Alors, je vous pose la Vous dernière dites que question j'écris sur... dans mon lit, donc Oui. même la Ah oui, chambre est trop d'accord. Oui, grande oui, pour oui, moi. oui, 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 Alors moi, vous je suis avez dit là, ça une fois, je oui. maîtrise le tout. Effectivement. Alors, la dernière question, elle porte sur le thème des assises de cette année, des assises du roman, l'incertitude, qui est aussi évidemment un thème d'actualité. Et elle est formulée comme ça. L'incertitude modifie-t-elle les cadres de la pensée et de l'expérience? Que révèle-t-elle? Que peut la fiction? Comment joue-t-elle elle-même avec différents niveaux de certitude et d'incertitude? Et quels savoirs naissent, selon vous, de l'incertitude?
Bon, la fiction justement est tout le temps en train de révéler l'incertitude et en train de nous obliger à nous poser des questions, en train de s'aimer des doutes. Donc, et là, il y a longtemps que, disons, dans le monde extérieur, l'incertitude nous menace par plusieurs, disons, côtés. Alors, disons que peut-être, justement, je ne sais pas si c'est un bon moment pour la littérature maintenant. Hmm. Justement pour ça, parce que peut-être elles se sent mieux quand, disons, dans des moments de certitude qu'elle peut, mm, qu'elle peut questionner, tandis que là, le monde est devenu tellement, mm, Hmm. tellement incroyable, tellement irréel, tellement extravagant, que la littérature se demande parfois si maintenant on a une place confortable à tenir. Oui, c'est un peu ce que le satiriste Karl Kraus disait quand Hitler est venu au pouvoir. Il disait il n'y a plus de place pour la satire parce que la réalité est devenue tellement elle-même satirique qu'on ne peut même plus la moquer. Oui, la réalité, entre guillemets, parce qu'on Oui, ne oui, sait oui. jamais si c'est la réalité ou l'irréalité, ce qu'on est en train de vivre, et où est passée la réalité, en fait. Très bien, ben, je vous remercie infiniment pour cet échange. Et Merci, puis, excusez-moi par mon français qui n'est il est pas parfait. Non, 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 fluide. il y a pas de problème. Au contraire, je suis impressionné. J'aimerais bien parler le catalan ou l'espagnol comme vous parlez le français.